l'heure de débuter, je vous laisse quitter la scène, merci beaucoup, de débuter nos premiers échanges. Premiers échanges qui vont concerner, je vous le disais tout à l'heure, la planification et la livraison des événements. On va débuter avec un lauréat qui a accompli le plus fou des défis, organiser des cérémonies d'ouverture des Jeux hors stade, dans l'inconnu, en cassant tous les codes possibles. Ce lauréat, c'est Paname 24 qui regroupe 5 agences qui, bien que concurrentes, ont su parfaitement travailler ensemble pour livrer sans doute l'événement le plus fou de leur histoire. Pour en parler ce matin, on va accueillir Philippe Castanet, Julien Carrette et Thomas Deloubrière. Bonjour messieurs, je vous laisse prendre place. Bonjour, installez-vous. Merci d'être avec nous. Donc vous représentez Paname 24 ce matin, mais Philippe Castanet, vous êtes le directeur des opérations d'Auditoire Group, Julien Carrette, le PDG d'Avas et Thomas Deloubrière, le cofondateur de Double 2. Vous avez repris vos casquettes depuis, après les avoir un petit peu laissées pour celle de Paname 24. Philippe Castanet, tout d'abord, débutons par la genèse. Comment vient cette idée peut-être un peu folle, de collaborer tous ensemble et de se dire que un événement comme ça, y aller tout seul, c'est quand même un peu compliqué. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La genèse, elle intervient très très tôt, puisque dès l'attribution des Jeux à la ville de Paris en 2017, c'était à Lima, la question est sur la table, puisque pour nos agences respectives, on sait que les cérémonies vont arriver, on sait le rendez-vous que ça représente. Pour nous, c'est un enjeu absolument incontournable, c'est le rêve d'une vie pour la plupart d'entre nous. Donc assez tôt, on commence à réfléchir aux différents formats pour faire face à ce défi. Et assez tôt, très très tôt même, l'idée vient de créer cette équipe de France de l'événementiel, finalement, qui est l'idée qui est née. Et ensuite, ça va se développer. Ce n'est pas non plus un chemin qui se fait du jour au lendemain, mais il y avait l'envie de le faire. On en reparlait juste avant d'être sur scène avec Thomas. Il y avait la première envie, c'était de le faire avec des agences avec qui on est certes concurrents au quotidien, mais avec lesquels on partage des valeurs, on partage une vision du métier. Et c'était ça, finalement, le premier critère. Mais c'est arrivé très tôt. Thomas, c'est assez finalement logique d'avoir procédé comme ça dès le début? En tout cas, c'est le premier constat qu'on fait quand on comprend que les Jeux vont être attribués à la ville. Le premier constat, c'est un constat d'humilité. Donc, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un acteur français seul dans son domaine est capable de relever ce challenge? Alors, à l'époque, on ne connaît pas, on n'a pas les ingrédients, on n'a pas la direction artistique, la mise en scène. On est un peu dans le flou, mais on se doute que l'ambition va être telle qu'elle a été portée par Tony Estanguet et le comité exécutif de Paris 2024 pour l'attribution. On se doute qu'il va y avoir une montagne à gravir quand même importante. Donc le premier constat, c'est l'humilité. Et ensuite, c'est de se dire, d'une manière ou d'une autre, les Jeux sont dans ma ville, c'est mon métier, c'est le domaine public, c'est le terrain d'expression du métier que je fais depuis toujours. Il faut que j'y contribue d'une manière ou d'une autre. Et je dis je, c'est valable pour tout le monde. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, on cherche forcément à créer un attelage qui va nous permettre de contribuer d'une manière ou d'une autre. La seule obsession qu'on a, c'est de contribuer. C'est pas de faire ou c'est pas d'exister, c'est de contribuer. Partant de là, et face à l'inconnu et à la montagne que ça représente, et donc aux difficultés qu'on anticipe, on se dit, tant qu'à faire, autant le faire avec des potes, des gens en qui on a confiance, des gens avec lesquels on partage les mêmes valeurs, la même culture, et c'est comme ça que naît cette association. Et on cherche à ce moment-là des agences qui sont complémentaires, qui sont différentes, pour que chacun reste dans son chemin, ou justement on mélange un peu tout? Non, pas vraiment, parce qu'on est concurrents tous les jours, donc certains ont des teintes peut-être un peu plus fortes que d'autres, mais on ne cherche pas la complémentarité, on cherche d'abord une association de valeurs et de culture. On part vers l'inconnu au départ. Donc dès l'attribution, l'émission de l'appel d'offres,
l'émission de l'appel d'offres ne cherche un producteur exécutif sans dévoiler, puisque ça n'existe pas à ce moment-là, sans dévoiler les ingrédients. Donc pas de mise en scène, pas de parti pris artistique ou très peu. Il y a juste une ambition. On connaît juste le terrain d'expression, donc c'est la scène. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a aussi les Paralympiques qui viennent après. Donc on ne sait rien. On ne cherche pas forcément de la complémentarité en disant alors Julien est certes un très bon logisticien, mais c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça que tu m'as choisi. C'est pas pour ça que tu es choisi. On cherche d'abord une association basée sur est-ce qu'on est capable de se fédérer, Ouais, de de s'entendre bien sur pendant un 2 ans marathon ou 4 ans. où on va devoir enjamber des barrières assez hautes. importantes. Tout ça, ça semble idyllique, Julien, quand on vous entend. Hein, Mais ça c'est, l'est, ça l'est. une aventure de potes, tout ça, bon bref, ok. Mais concrètement, comment se sont répartis les rôles, les décisions, et quel rôle a joué avec vous quand même Paris 2024 ? Est-ce que vous avanciez en solo ? Est-ce qu'ils étaient avec eux ? Comment ça s'est passé ? Oui, on était très très proche du client, entre guillemets, parce que tu viens de le dire, le client, Paris 2024, et en particulier Thierry Reboul, qui est un peu le concepteur de l'idée initiale de sortir du stade et d'aller sur la scène, je pense pour la CER 1. Ils sont au cœur de l'idée, c'est eux qui décident des choix artistiques, de mise en scène, etc. Et nous, on est coproducteurs. Donc c'est vrai que la délégation de production, elle se fait main dans la main avec le client, parce que chaque choix artistique a un impact logistique ou de production, et chaque contrainte de production vient rejaillir sur l'artistique et impacte le choix. Donc il y a une valse, des pas de deux comme ça, qui se font en permanence, assez souvent dans le respect et le plaisir, de temps en temps avec un peu plus de douleur, c'est normal, parce que c'est très long, et c'est un marathon de monter ce travail. Mais sans flagornerie, je pense qu'il faut rendre hommage à Paris 2024 parce qu'ils ont été extrêmement exigeants et ils n'ont jamais lâché. Parce qu'une idée comme celle-là, dans la vie de la communication qu'on connaît, en général, elle démarre à 100 et puis ensuite on la rabote un peu, encore un peu, et puis à la fin, on finit avec un compromis à 30%. Là, limite, on a fini à 110%. C'est-à-dire ils n'ont jamais lâché, voire ils ont poussé plus loin 8, 9, 10 idées rupturistes qu'on s'est attaché à faire vivre dans le réel. Donc c'est ça qui est assez beau, c'est qu'il y avait une très grande exigence, un très grand courage et un alignement des dirigeants politiques, Tony Estanguet, Thierry, etc., et ses équipes, et de nos agences pour tenir le niveau d'ambition qui est un peu fou, un peu français. Les Français sont un peu prétentieux, ils aiment bien envoyer des messages et raconter des histoires fortes, mais dans le bon sens du terme, quoi. Il y avait de la prétention et du sens dans ces cérémonies. Et à partir de quand, finalement, vous avez abandonné, entre guillemets, vos casquettes auditoire, Double 2 et Havas ? Dès le Moi, ça premier a été instant. très rapide. Le 17 août 2022, le téléphone sonne Et c'était Paname 24, quoi, pour les 2 on me prochaines années. dit nos boîtes mail explosent. Arrive. Non, mais c'est important, c'est que je pense que dès le premier jour où on est dans les locaux, on oublie sa casaque initiale et on se met au service du projet. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que le projet il est plus grand que nous. Donc assez vite, on oublie notre écurie initiale pour se mettre au service d'un projet qui nous dépasse. Ouais, j'ajouterais ce qui, moi, me paraît très important dans notre démarche initiale. On n'a pas fait une simple alliance. Ça nous arrive souvent de faire des coproductions qui ressemblent à des alliances et qui portent des formes juridiques diverses, qui sont plus des partenariats commerciaux ou des JV. Paname 24 est une entité juridique. Et on a fait ce choix-là, on a monté Paname 24 pour répondre à l'appel d'offres, sans même savoir si on était attributaire. Et c'était aussi une volonté de transparence totale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une entité juridique, compte tenu du nombre d'audits et le monitoring qu'on a subi et qu'on continue à subir, mais qui est tout à fait logique, on s'est dit que dans une logique de transparence totale, on allait monter une entité juridique. Ça a des atouts et des avantages pour les raisons que je viens d'évoquer sur le plan administratif et la transparence, mais aussi pour créer une identité. C'est-à-dire qu'au-delà du projet lui-même, qui était plus fort que tout, c'est vrai, il nous a fallu agréger beaucoup de compétences. On a fini un peu plus de 250 personnes en fixe. Je ne parle pas du nombre de gens qu'on a embauchés sur les dernières semaines, mais sur les derniers mois, on avait 250 personnes chez Paname 24. Et ce qu'on a voulu, à tout prix, c'est créer une identité Paname 24.
qui s'intercalaient entre le projet et les agences historiques. Et je crois que c'est une partie des clés du succès. De la réussite, ouais. Oui, et si vous rentriez dans les locaux de Paname 24 à travers les différentes époques, parce que ça a commencé à 10 et ça a fini à 250 avec une accélération assez rapide à la fin, les gens étaient Paname 24. Vous ne pouviez pas percevoir, bon, si vous ne connaissez pas les acteurs qui sont autour de la table, je pense que vous assistiez à un board, il y avait un board hebdo, vous étiez incapable de dire qui était dans quoi. C'était Paname 24 qui était complètement incarné par ce groupe. Et donc, vous avez chacun 4-5 personnes de vos agences respectives qui ont plongé dans le projet. Et ensuite, Thomas, il a fallu recruter aussi pour arriver à 250. C'est freelance, là encore. C'est votre réseau, votre carnet d'adresses à toutes les agences qui a fait le... En recrutement, en fixe, c'est 250. Sur le terrain, c'est 5700. Ouais. Oui, c'est un petit peu plus. Et les 5700, il faut les recruter. Il y avait un peu de RH, ouais. C'était une dimension importante. Oui, alors il y a quelques historiques qui ont levé la main des agences qui composent Paname 24 pour participer au projet. Le sujet, c'était de ne pas déshabiller nos agences historiques au profit d'un seul projet qui était par définition éphémère. Donc on a fait en sorte sans même se dire si c'était équilibré ou pas au début, on a pris les énergies les plus... ceux qui affirmaient les plus grandes convictions et la plus grande motivation pour attaquer ce projet. Mais ensuite, moi, à titre personnel, j'ai passé plus de temps avec Cyril de Froissart, qui est associé d'Auditoire au début pour construire tout ça, qu'avec mon associé historique. En termes de hiérarchie, les hiérarchies étaient complètement chamboulées, puisqu'il m'est arrivé de superviser ou de coordonner des équipes qui étaient elles-mêmes salariées, soit d'Avas, soit d'Auditoire, et inversement. Et ça s'est complètement fondu et mélangé, parce que le projet était, encore une fois, au-dessus de tout, quoi. La clé de tout ça, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, Philippe, ça a été la planification. Dites-nous un peu ce qui se cache derrière ce mot. Derrière planification, il y a le concept, alors en anglais on dit readiness, c'est comment on fait pour arriver le jour de la livraison en étant prêt. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que sur le papier, il y a tout pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire si on considère la taille de l'événement, donc 6 km de spectacle, 14 scènes, 2000 performeurs, 4 heures, le tout sur le domaine public, ce qui veut dire qu'on doit composer avec l'État, avec la ville de Paris, avec les forces de sécurité, les monuments historiques. L'audience attendue, 300 000 spectateurs, donc ça implique d'un point de vue logistique, d'un point de vue gestion de flux, d'un point de vue de sécurité, beaucoup de choses. Le format lui-même de l'événement, comme le disait Julien, il est complètement disrupté, puisque normalement une cérémonie d'ouverture, c'est une série de séquences, un show, une parade des athlètes, un protocole, puis finalement l'allumage de la vasque par le dernier relayeur. Là, tout était entremêlé, tout se passait en même temps. Le tout soutenu par une architecture, un squelette qui est constitué de 100 bateaux hétérogènes qui naviguent sur un élément vivant qui est le fleuve de la Seine. Si vous rajoutez à ça le fait qu'il y a quand même un certain climat de défiance pendant 2 ans, parce que les ça ne marchera jamais étaient quand même nombreux. Vraiment léger. Léger. À peine. Je dirais léger mais constant. Voilà. Donc quand Libé fait sa une le 4 janvier en disant « et si tout allait bien », moi je l'imprime et je l'accroche dans le bureau. Donc quand vous faites la liste de tout ça, vous vous dites il y a tout pour que ça plante. Et si on considère des événements qui ne sont pas comme celui-ci complètement hors norme, il nous arrive d'avoir un loupé, quelque chose qui accroche, ça peut arriver dans nos métiers. Et là, le paradoxe, c'est que ça n'arrive pas. Le truc se déroule exactement comme c'est prévu, malgré des conditions difficiles, puisque malheureusement, il y avait la météo qui n'était pas de notre côté, malgré le fait qu'il n'y avait pas de répétition générale, c'était une condition sine qua non liée à la confidentialité, le truc marche. Donc la question devient, finalement, dans l'héritage, quand on cherche à comprendre ce qu'on a appris, tout ça, pourquoi ça marche? Parce qu'il faut garder ça pour nous, pour le futur. Et la planification est sans doute effectivement une des réponses. Donc cette planification, elle dure 2 ans, à peine. Ça monte en puissance et ça s'articule autour de différents piliers, mais pour résumer vite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on liste tout ce qui peut ne pas marcher. Ça s'appelle des plans de contingence.
Et alors là, il y a une équipe entière qui se met au travail là-dessus. Donc on analyse les retards. Les grands sujets, c'est le retard d'une délégation. Une délégation n'est pas au rendez-vous, elle ne monte pas dans son bateau, le bateau ne peut pas partir. Il y a une panne bateau, ça c'est un deuxième chapitre. Il y a les aléas météo. Alors on a vu la pluie, mais il y avait le vent possible, les fortes chaleurs, etc. Et il y a le chaud, les incidents qui peuvent être artistiques, humains, techniques. Donc ça, c'est 4 grands chapitres qu'on écrit. Et on détaille tout et on obtient finalement des plans. On fait ça avec tout le monde. J'ajouterai un mot là-dessus. C'est évidemment, notre métier de tous les jours, c'est l'événementiel. Donc c'est une des choses principales qu'on doit envisager dans notre métier, c'est l'anticipation. Donc le risque et l'anticipation du risque. Là, on est allé extrêmement loin dans l'anticipation du risque. C'est-à-dire que la planification, les plans de contingence, quand les équipes s'y mettent et qu'elles nous font le reporting de tout ça, c'est à pleurer, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, là, c'est sûr, il y a bien un truc qui va arriver. En l'occurrence, il y en a eu un. Il y a un plan qu'on a dû activer. Il y a un léger plan il était écrit. Donc finalement, quand la flotte arrive en masse ce vendredi-là, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress. Un peu moins que Thomas Joly. Quand même, parce que le sujet, ça a été l'intensité. Ça c'est vite dit. C'est l'intensité de la pluie. C'est-à-dire il y avait des cases qui étaient liés à l'intensité de la pluie. On savait qu'il allait pleuvoir. On n'a pas attendu la veille au soir pour se rendre compte qu'il allait pleuvoir. C'était son intensité, ça durait. Et on a eu le déluge, comme vous vous en rappelez, du début à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu 30 secondes de respiration. À minuit et demi, c'est arrêté de pleuvoir. Oui, pour que les gens s'en aillent, c'était parfait. Ils étaient mouillés à souhait, mais il ne pleuvait plus, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, dites-nous, ce jour-là? Après, une fois que c'est écrit, c'est bien. Mais quand vous vous rendez compte qu'on va être 5700 répartis sur 6 km, avec 3 centres opérationnels, un centre de commandement, la question c'est comment on actionne tout. Si jamais on doit... Déjà, comment ça marche en ce qu'on appelait, nous, marche normale? Comment on fait pour... Alors, il y a la grande question, tout le monde nous la pose dans le métier, comment vous avez fait le topage? Tout ça, ça repose sur un concept qui est la chaîne de commandement, finalement. Comment est-ce qu'on fait pour que les informations circulent à travers les bonnes personnes et qu'on arrive à hiérarchiser les informations? Donc, pour faire bref, il y a 3 niveaux. Il y a le terrain, avec la technique, les tour leaders, etc., qui reportent à un niveau 2 où il y a 3 centres opérationnels. Si vous avez un problème au niveau 1, vous reportez au niveau 2, on vous résout le problème, ça redescend. Et puis après, il y a un niveau 3 qui est le centre de commandement, où là, si le problème n'est pas résolu, on est capable de prendre des décisions parce que ça va changer les plans. Et là, il faut être capable de prendre une décision qui va interconnecter les gens de l'infrastructure, les gens de la parade fluviale, les gens de la logistique athlète, les gens du show. Donc il y a ces 3 niveaux qui existent assez tôt. Et ensuite, le broadcast. Et le broadcast, qui lui-même est rapproché du topage. Mais c'est sûr que ça nous a pris un petit peu de temps de concevoir cette chaîne de commandement et le réseau qu'elle est avec. Mais une fois qu'on l'a eu, on a été solide, on l'a partagé donc, avec Paris 2024, avec les autorités, parce que tout ça est entouré d'une grande bulle constituée des forces de sécurité, constituée des pompiers, les forces médicales, etc. etc. Donc il faut partager ça avec un écosystème qui est très très grand. Ouais, donc ça va au-delà des 5700. Et une fois que vous avez cette chaîne de commandement qui existe, il faut se demander si on est capable de la faire marcher. Donc arrive là la 3e phase de la fusée, qui est de se dire on va faire des simulations. C'est-à-dire que là, on s'enferme dans des salles, d'abord en tout petits groupes, et il y avait certains d'entre nous qui écrivaient des scénarios en disant, voilà, là il est 17h30, la météo annonce un peu de vent, ok, tout va bien, et un coup de vent un peu plus fort arrive, et je ne sais pas, une bâche se décroche d'une tribune et flotte sur l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Et là, les premiers tests qu'on a fait, 1 heure plus tard, on était encore en train de discuter, de se dire ce cas ne peut pas exister, mais il n'y avait pas de solution. Donc on refaisait des simulations de plus en plus nombreux, et à la fin, les dernières simulations qu'on a faites, je crois qu'on était 300
répartis dans différentes salles, puisqu'il y avait différents centres de commandement. Et on réussissait à résoudre les cas en temps réel, mais des cas beaucoup plus durs, parce que 17h30, ça va, mais quand on vous dit il est 19h15, et il y a quelqu'un avec un t-shirt Nowhere qui est au bord du pont, il est prêt à sauter, qu'est-ce que vous faites? Là, il faut aller vite. Mais Ouais. ça nous a pris quand même du temps d'arriver à faire fonctionner le système de commandement qu'on avait utilisé. Il y avait un certain scepticisme des équipes de production au départ qui disaient à l'équipe planification, on a d'autres choses à faire que de faire des simulations. Quand on a eu fait les premières et qu'on a vu la complexité, la vapeur s'était inversée. Ouais. C'est-à-dire que les équipes disaient, est-ce qu'on Et pourrait refaire un exercice? On n'est pas prêt. Voilà. Julien, vous pouvez nous le dire, aujourd'hui, il y avait un plan B pour cette cérémonie ou pas? Oui, il y avait un plan B. Comme le président l'a annoncé, il n'y avait pas de plan C, D, E, mais il y avait un plan B. Parce que je pense que quand on est la 5e puissance économique du monde et qu'on accueille des millions de personnes et qu'il y a 1,5 milliard de gens qui regardent à la télé, ça ne serait pas responsable de ne pas prévoir le plan B. Le plan B, je pense que voilà, tout le monde le sait, c'est s'il y avait un attentat très grave, ou on en a un peu moins parlé, mais si la Seine continuait d'avoir un débit assez fou, au-delà de 500-600, on n'était pas sûr de pouvoir garantir une parade sur la Seine. Et donc le plan B, on l'a travaillé, et c'était l'idée de ne pas faire la parade sur la Seine et de faire directement le show au Trocadéro, ce qui était un crève-cœur. Et donc on a dû manager des équipes qui, en parallèle de l'équipe A, fabriquer le plan B, parce que si le plan B, vous faites juste des slides et puis vous dites il pourra se passer ça, vous n'êtes pas capable de le délivrer s'il est déclenché le 1er juin, le 15 juin, le 1er juillet. Et donc on a eu des équipes qui ont travaillé en parallèle sur ce plan B, ce qui était un peu difficile pour nos équipes du plan A, parce qu'elles nous disaient mais est-ce que vous croyez à ce plan B? Et on leur a dit non, on n'y croit pas, on souhaite de toutes nos forces qu'il ne se réalise jamais, mais on doit être au niveau d'exigence du déclenchement de ce plan B si il a lieu. Et ça nous a, d'abord, ça nous a intéressé de le faire. Et par ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on a imaginées pour le plan B qui nous ont resservi sur le plan A. Toute la logistique du village olympique, l'arrivée sur les bateaux, etc. Il y a plein de choses qu'on avait posées sur le plan B qui nous ont resservi sur le plan A. Puis des équipes qui bossaient sur le B qui ont rebasculé sur le A. Donc finalement, c'est presque une sorte de méga contingency plan qui nous a énormément aidé sur le A. Ça a été quoi le challenge le plus important pour vous? Un des challenges, une fois qu'on a eu les streams, comme tu le disais, qui étaient bien installés, l'infra, la partie sécurité, la partie logistique, production, etc., ça a été la transversalité. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous saucissonnez le travail et qu'il fonctionne très bien dans chacun des streams, vous chopez des angoisses sur la manière de faire circuler l'information et de faire travailler ensemble ces streams. Et donc c'est, à mon avis, un peu une leçon aussi de management de projet pour nos entreprises. C'est qu'il faut être très bon dans les parties et faire fonctionner le tout. Et faire des allers-retours très réguliers entre ces deux dimensions. Avec quelque chose de particulier qui était cher à la volonté du comité d'organisation, c'était la confidentialité. Et ce qui nous a, évidemment qu'on a respecté, puisqu'il y a eu une forme d'obsession de leur part sur le management de la confidentialité. Ce qui veut dire qu'il y avait dans nos équipes des gens qui connaissaient certaines parties, pour d'autres la totalité. C'est un peu comme le centre de commandement, c'est-à-dire il y avait des niveaux de confidentialité qui étaient partagés avec certains niveaux d'équipe. Donc ça a généré beaucoup de frustration pour certains qui n'avaient pas le droit de rentrer dans certaines salles, par exemple. Ça paraît complètement absurde, mais c'était le cas. Le plan B était complètement, c'était la war room, personne n'y avait accès, c'était fermé à clé le matin, le soir. Pareil sur la dimension, sur la mise en scène, sur les top artistes qui allaient intervenir, etc. Cette confidentialité a été extrêmement complexe à manager dans la frustration des hommes et des femmes qui composaient les équipes et dans la circulation de l'information, puisque certains devaient travailler dans le noir complètement jusqu'au dernier instant. Et quand je dis dans le noir, c'est monter des choses qui n'avaient jamais été faites sans savoir ce qui allait se passer. Ça, c'était la partie un petit peu compliquée, mais finalement, ça se fait. Un mois après, il a fallu en livrer une autre cérémonie. Bah oui, ça vous fait rire maintenant, mais c'est bien ce qui s'est passé. Une autre cérémonie hors stade. Est-ce que les deux projets étaient complètement dépendants, interdépendants? Comment vous avez travaillé les uns avec les autres? Ça me permet de rebondir sur ce que je disais en préambule, c'est que Paname 24, c'est la livraison des cérémonies et pas de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, donc des valides, mais bien des deux cérémonies, CER1 et CER3.
Évidemment, il y avait des équipes séparées. Enfin, la core team, la grosse core team des équipes ont fonctionné de manière parallèle. Il y avait beaucoup de fonctions support, évidemment, qui étaient valables pour les deux équipes. CER3, c'est un cas un peu particulier. C'est que, enfin, je dis CER3, vous avez compris, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. CER3 seul était déjà quelque chose d'énorme. Mais CER3 pris dans un contexte global où il faut sortir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène, bon, ça semblait presque easy. Ça ne l'était évidemment pas du tout. Mais on a vécu un 26 juillet donc, sur la scène, on l'a tous vu, assez formidable. Donc évidemment, ça a donné une dynamique derrière qui était juste géniale. Les équipes CER3 ont voulu évidemment faire le même résultat, donner la même qualité, enfin livrer la même qualité de spectacle et de rendu. Ça a été le cas, mais ça nous a beaucoup servi. CER1 nous a beaucoup servi pour que CER3 devienne ce que vous avez vu, parce que la dynamique était extrêmement forte. Avec une météo un peu plus sympa. Et ouais, très belle météo, mais on aurait pu avoir un plan chaleur qui était un de nos plans de contingence. Donc après la pluie, on avait le plan. Vous auriez pu déclencher le prochain. Bon, je pense qu'on pourrait parler de ces cérémonies et de ces petites coulisses pendant encore des heures. On va devoir conclure, mais je voudrais quand même, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on garde des choses pour la suite, on se projette, on parle de cet héritage. De façon plus globale, qu'est-ce qu'elles ont montré, Julien, ces cérémonies ? Comment eh bien, se servir de tout ça, de cette expertise et de cette collaboration que vous avez mise en place sur de prochains événements? Moi, ce que je retiens, et vous l'avez un peu dit dans les introductions, c'est la valorisation extraordinaire de la filière française événementielle. Mes copains vont rigoler parce que j'ai dit ça la dernière fois, donc je vais le redire, mais il y a un ancien président de la République qui avait fait une étude sur la marque France, François Hollande, et qui avait vu que la marque France, quand on la compare à la marque allemande, la marque chinoise, la marque américaine, ce sont trois clés d'image. Des savoir-faire, on sait faire des centrales nucléaires, des avions. La créativité, on a des grands écrivains, des grands scénaristes de films. Et le pas de côté. Vous savez, les Français, ils ne font jamais exactement comme les autres. C'est un peu comme le non-alignement du général de Gaulle, etc. Et ben pour moi, ces cérémonies, ce sont des véhicules d'image de la France. Vous avez une tonne de savoir-faire, des artificiers, des logisticiens, des producteurs, une filière extraordinaire dans laquelle nous sommes un des leaders mondiaux. Vous avez une créativité tous azimuts, il y a du hard rock, de la chanson, du cinéma, les mignons, des jeux vidéo, du circassien, enfin, toutes les formes artistiques. Et vous avez un pas de côté assez dingue qui fait qu'au lieu d'aller dans un stade et dans un circuit fermé dont on a l'habitude, nous, on sort du stade et on va dans la ville. Et littéralement, les athlètes rentrent dans la ville. Et même jusqu'à la vasque. La vasque, ça n'est pas du feu, c'est l'idée du feu. Ça, faut vraiment être français pour se dire on va raconter l'histoire et l'idée du feu plutôt que le feu physique. Et donc, je trouve que ces cérémonies, c'est la meilleure campagne de pub pour le savoir-faire, la créativité événementielle française auprès des Français et auprès du monde entier. C'est bien, elle a été pas mal vue, du coup, la pub. Elle a été pas mal vue, ouais. 1,5 milliard. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais nous, on raconte 1,5 milliard puisque c'est celui qui circule. On va rester sur voilà. celui-là aujourd'hui. Philippe, un petit mot justement pour conclure et sur ce que vous allez garder, à la fois vous en perso et puis pour vos agences et pour... Bon, en perso, je pense que je peux parler au nom de mes camarades, mais c'est une aventure humaine complètement incroyable. Ça c'est sûr, on peut en parler des heures. Et sinon, c'est un petit peu comme Julien. Pour moi, ça génère une confiance dans notre filière et dans notre écosystème, parce qu'on a la capacité finalement à imaginer et mettre en œuvre des solutions sur des événements complètement hors normes. La plupart des choses qu'on a faites là, on les a développées, inventées avec un écosystème complètement français, et la qualité de cet écosystème est complètement incroyable. Moi, on avait renommé Paname 24, moi, ça s'appelait le Bureau des légendes. Parce que franchement, vous arriviez le matin, vous aviez 2 réunions, vous regardiez le casting des 2 réunions, il n'y avait que des Zinedine Zidane à tous les étages. Donc c'est assez incroyable d'être capable de regrouper une telle richesse, une telle qualité dans les expertises. Donc grande confiance pour le futur, ouais. On termine autour de table, Thomas. Ouais, un mot rapide sur effectivement l'agrégation de toutes ces compétences, qui a quand même été le sujet principal de nos soucis quotidiens.
On parlait de volonté politique tout à l'heure. Enfin, tu parlais de l'alignement politique. Ça a été relativement vrai. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas un alignement politique total. D'où les embûches et les barrières qu'on a dû enjamber avec, bien sûr, le soutien plein et entier du comité d'organisation sans lequel rien n'était possible. Il y a un moment où vous avez douté? Plusieurs. Vous avez dit non, mais on n'y arrivera jamais. Plusieurs. Je rends mon tablier, allez tous vous faire foutre, tout ça. Mais oui, on l'a tous fait, je crois. On était 250, on l'a tous fait au moins une fois. Et ce que je voulais souligner, c'est sur les derniers mois où là, il y a un alignement politique total. Sans les services de l'État, jamais on fait ça. Mais jamais. Et quand l'État, l'appareil étatique dont on dépendait énormément sur le plan de la sécurité, mais pas que, mais notamment les enjeux de sécurité qui étaient majeurs, quand cet appareil-là se met en route, y compris l'armée par exemple, qui nous a, on n'a pas le temps de donner les anecdotes, mais les services de l'armée nous ont démerdé des trucs invraisemblables. Donc quand l'appareil de l'État se met en route avec nous, ça donne ça. Et sans eux, c'est petit hommage et petite virgule, parce que ce n'est pas toujours le cas, sans les forces publiques et sans l'appareil étatique, jamais on sort ça. Et quand ils décident de faire, il y a une part d'excellence française aussi, je crois, là-dedans. Et c'est ça qu'on va garder, hein, avec toutes ces images. Maintenant que nos vêtements ont séché depuis ce 26 juillet, on peut garder ces belles images en tête. En tout cas, merci pour vos témoignages. On aurait aimé continuer la discussion, hein, et connaître toutes les coulisses et les anecdotes. Mais vous restez un peu avec nous tout au long de la journée, donc vous aurez le temps de leur poser vos questions au moment du déjeuner notamment. Merci beaucoup à tous les trois et encore bravo. Merci. Pour cette réussite française, celle de Paname 24, des agences. Et vous l'avez entendu, de tout un écosystème.